Bonjour, je vous remercie tout d'abord de m'avoir invité à parler dans ce colloque sur Claude Bernard, ce qui est assez émouvant puisque c'est la maison même où a travaillé Claude Bernard. Donc je travaille à l'université Pierre et Marie Curie dans un laboratoire d'informatique. Et ce dont je vais vous parler, c'est d'un travail qu'on a commencé il y a quelques années en collaboration avec l'équipe de Claude Debru à l'École normale, et puis avec aussi Jean-Louis Lebrave pour travailler sur les manuscrits de Claude Bernard. Et c'était une volonté de reconstruire la démarche expérimentale de Claude Bernard. Et ce dont je vais vous parler ici aujourd'hui, c'est cette essai de simulation du raisonnement expérimental. On peut se demander pourquoi est-ce qu'on veut simuler le raisonnement expérimental et est-ce que jusqu'où on va simuler, c'est ce que je vais essayer de montrer, mais la volonté est plutôt d'ordre épistémologique, c'est-à-dire est-ce qu'on peut mieux comprendre la démarche de Claude Bernard avec des outils qui sont des outils informatiques. Et j'y crois, et c'est pour ça que j'ai fait ce travail, et je vais essayer de vous convaincre que c'est quelque chose qui est très, disons, qui a un apport tout à fait considérable. Donc le projet lui-même s'appelait au départ le projet Cybernard, ce qui, je pense, indique assez clairement l'objectif. Donc c'est bien sûr certainement éloigné des préoccupations de Claude Bernard en son temps, mais en même temps, bon, je crois quand même que on va essayer de revenir sur le matériau dont on dispose. Donc il y avait, disons, deux composantes. L'une qui était une reconstruction des découvertes scientifiques de Claude Bernard à partir de sa propre reconstruction rétrospective qu'il fait à la fin de sa vie, et en particulier dans l'introduction à la médecine expérimentale et puis dans un certain nombre d'articles qu'il va écrire pour rentrer à l'Académie française, où il reconstruit, comme on l'a évoqué tout à l'heure, il reconstruit un tout petit peu ce qui a été sa démarche scientifique. Et puis, la deuxième chose, la deuxième ambition, alors on n'a peut-être pas été jusqu'au bout, mais c'est un travail qu'on est en train de poursuivre aujourd'hui, c'était de reconstruire l'histoire des découvertes, non seulement à partir de la reconstruction que Claude Bernard fait de ses propres découvertes, mais aussi à partir des brouillons, des manuscrits scientifiques qui sont les siens. Il a travaillé sur les mêmes sujets pendant de nombreuses années, en particulier sur le curare. Il a travaillé peut-être plus de 20 ans, 30 ans sur ce sujet-là. Et donc c'est intéressant de voir comment ces conceptions évoluent. Et donc il continue à faire des expériences, de très très nombreuses expériences, et donc d'essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'il fait ces expériences et comment il les fait. Alors pour essayer de rendre compte de cette reconstruction donc, que l'on a essayé de faire, je vais repartir de ce que dit Claude Bernard de sa démarche expérimentale. Donc, ce qui est certainement, bon, peut-être un tout petit peu sommaire, mais en tout cas, donc, ce sont les notions classiques. Donc, il part de la notion d'observation, et il rappelle, c'est la photo colorisée, je crois, de Claude Bernard. Et donc, ce que dit donc Claude Bernard, c'est que l'observation montre, elle permet de constater. Alors, on va voir que pour nous, c'est quelque chose de très important. Je reviendrai tout à la fin sur, disons, le travail qu'on a fait sur Claude Bernard était intéressant d'un point de vue épistémologique. On va voir qu'il a une actualité très très vive. C'est ce que j'essaierai de montrer tout à la fin de cet exposé. Mais donc, Claude Bernard part de l'observation, et puis il va opposer à cette notion d'observation l'expérience qui intervient sur l'objet d'étude.
Donc l'expérience, bien sûr, est antérieure à Claude Bernard. La science expérimentale née au XVIIe siècle, enfin peut-être, ou plutôt au XVIIe siècle, avec Galilée. Et cette importance de l'intervention. La médecine antique, la science antique est essentiellement une science d'observation, et à partir de l'âge moderne, on va intervenir. Et ce que va faire Claude Bernard, c'est qu'il intervient sur le vivant. Il y avait déjà une intervention avec la dissection des cadavres, et lui va intervenir sur le vivant. Et ce qui va nous intéresser, c'est la façon dont Claude Bernard va décrire la démarche expérimentale. Et lui, il dit il y a trois étapes. La première, c'est ce qu'il appelle une idée. On va revenir là-dessus. C'est une notion de théorie. Ensuite, il va y avoir, à partir de l'idée, on va essayer de provoquer des faits, ou éventuellement d'observer des faits. On va voir si ça correspond exactement à la construction d'un dispositif physique qui va être l'expérience elle-même. Et puis ensuite, on va, dans un troisième temps, soumettre l'idée, qui était la théorie initiale, au contrôle des faits qui ont été engendrés par ce dispositif expérimental. Si on reprend cela de façon un tout petit peu imagée, donc on part de l'idée, on construit un dispositif matériel qui va être l'expérience, ici, et puis ensuite, à partir de ce dispositif matériel, on va engendrer un certain nombre d'observations, de faits d'observation, et puis ensuite, on va analyser, c'est-à-dire qu'on va soumettre ces faits, on va confronter ce que la théorie ou l'idée permet d'anticiper avec les faits observés. Donc ça, c'est la théorie de Claude Bernard, qui est relativement bien connue. Alors maintenant, en pratique, bien sûr, ce qui est intéressant, c'est de regarder ce qu'a fait Claude Bernard lorsqu'il était un scientifique, et de confronter ce propre schéma avec ce qu'il a fait. Alors, première chose, les idées, d'où elles viennent? Elles viennent déjà d'observation, donc c'est un tout petit peu plus compliqué, parce qu'il n'exprime pas exactement d'où viennent les idées au départ. Et puis ensuite, ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas une idée, mais en général, ce sont plusieurs idées, il y a plusieurs hypothèses, et il va essayer de construire les expériences pour essayer de discriminer entre ces différentes hypothèses qui se font jour à un moment donné. Alors, bien sûr, ce qui va nous intéresser, c'est de se demander comment viennent ces idées. Et puis, donc là, on a l'impression qu'il y a un certain nombre de notions, de concepts qui sont présents au départ. Alors, j'ai utilisé un terme qui, à son époque, n'avait pas du tout le même sens, mais qui est couramment employé aujourd'hui en intelligence artificielle, qui est le concept d'ontologie, c'est-à-dire un ensemble de termes avec des relations, ce qu'on appelle des concepts en termes techniques, en relation bien sûr avec les idées philosophiques, mais on est assez loin. La notion d'ailleurs d'ontologie est très éloignée, je la mets entre guillemets, elle est très éloignée du sens philosophique de la notion d'ontologie. Elle s'est développée à partir des années 80, avec cette acception assez technique. On aurait dû choisir un autre terme. J'avais un ami philosophe qui me disait qu'il faudrait peut-être l'appeler une sémiologie, parce que ce sont plutôt des signes. Peu importe, je vais la prendre parce qu'elle est d'acception commune dans notre communauté scientifique. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de voir comment cette ontologie va déterminer les hypothèses scientifiques de travail. Et puis, bien sûr, il y a deux temps, c'est ça qui va nous intéresser. Il y a le temps de la génération des hypothèses à partir d'un langage, d'un ensemble, d'un réseau de concepts qui est assez bien défini. Puis il y a peut-être un deuxième temps, alors là, qui est beaucoup plus long, qui est celui de la modification de ces ontologies elles-mêmes. On en parlera peu ici, mais je crois qu'il faut l'avoir en tête. D'ailleurs, dans le cas de Claude Bernard, on sait qu'à certains moments, il lui manquait un certain nombre de notions, et ça a freiné considérablement les hypothèses qu'il pouvait émettre, en particulier sur le curare. Il n'avait pas l'idée de plaque de jonction, en tout cas elle vient très tard, il l'intègre assez mal, et ça lui rend extrêmement difficile
découverte, la génération d'hypothèses. Alors à partir de ça, donc j'ai dit les constructions d'expériences, donc il y a des interventions sur le monde. Alors les interventions sur le monde de Claude Bernard, on en a un peu parlé tout à l'heure, hein, elles sont bien différentes de ce qu'on fait aujourd'hui, puisque il n'avait pas encore les outils de la génétique qu'on a évoqués, ni la biologie moléculaire, et il a beaucoup travaillé avec les poisons, hein, ce qu'il appelait les scalpels chimiques, hein, donc curare, nicotine, strychnine, hein, qui a été évoqué tout à l'heure par Alain Prochion, toutes sortes de venins. Et puis il avait aussi des outils physiques, hein, qui étaient les scalpels mécaniques, les garrots, les ligatures, hein, toutes les formes de stimulation, etc. Alors, bon, tout ça, c'est vraiment de la biologie, hein, très éloigné de mes propres compétences. Mais donc, ce qu'on a essayé de faire, nous, c'est une reconstruction informatique. Je vais expliquer pourquoi, quel est l'intérêt, me semble-t-il, de cette reconstruction. Donc, si je reprends le schéma de tout à l'heure, donc, bien sûr, il y a, chez Claude Bernard, hein, il y a une partie ingénierie, quand il va construire les expériences. Il y a un talent, hein, tout à fait extraordinaire. Hein, quand on lit les manuscrits, hein, on est absolument ébloui, hein, de cette agilité qu'il a, hein, à reconstituer, enfin, à essayer de mettre en œuvre différents dispositifs matériels. C'est bien sûr pas ça qu'on va faire. On va pas automatiser ce type de processus. En revanche, ce qui va nous intéresser, c'est plutôt le bas, hein, c'est-à-dire la façon dont les idées, ce qu'il appelle les idées, les hypothèses sont construites à partir des ontologies, et puis ensuite, à partir des faits d'observation, hein, comment les idées vont éventuellement évoluer et comment elles vont pouvoir se transformer. Hein. Donc, l'aspect donc ontologie, est-ce qu'on peut représenter ces ontologies avec des outils modernes? On va voir que c'est relativement facile, hein. C'est d'ailleurs pas tellement ça qui va nous préoccuper. Et puis ensuite, donc, à partir de ça, donc la construction des hypothèses, qu'on peut construire des hypothèses, et bien sûr, ces expériences, donc nous, on ne va pas faire les expériences, hein, on ne va même pas concevoir les expériences au sens où Claude Bernard le faisait, parce que ce serait vraiment beaucoup trop difficile. En revanche, ce qu'on peut essayer de faire, c'est de se demander quelles sont les expériences qui permettent de discriminer entre les différentes hypothèses. Il y a, chez Claude Bernard, quelque chose qui s'apparente à la notion d'expérience de pensée. Je vais revenir sur la notion d'expérience de pensée, parce que dans l'histoire de Claude Bernard, ça a joué un rôle important, donc je peux peut-être rappeler un tout petit peu. Hein, l'histoire même de la notion d'expérience de pensée est indirectement liée à Claude Bernard. Mais aujourd'hui, donc, ce que nous faisons avec les ordinateurs, ce sont des expériences sur des ordinateurs, c'est des expériences virtuelles, hein, qu'on pourrait appeler des expériences in silico, pour reprendre un terme qui a été introduit je crois dans les années 80 par un Mexicain, Miramontes, un mathématicien mexicain, qui a été reprise entre autres par Antoine Danchin, et qui bon, aujourd'hui est assez populaire. On va revenir sur cette notion-là. Alors, donc, maintenant, donc, pour simuler donc, ce raisonnement expérimental de Claude Bernard, hein, il y a deux types d'étapes. Hein. D'une part, il y a la représentation de l'ontologie de Claude Bernard, et pour ça on a choisi des outils informatiques qui sont assez couramment développés aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle les logiques de description, hein. Donc ce sont des réductions de la logique des prédicats du premier ordre qui permettent de mettre en œuvre des outils de démonstration automatique assez efficaces, et puis qui ont été faits en relation avec des travaux de psychologie sur la représentation mentale de l'information, avec des travaux qui avaient été faits dans les sciences cognitives dans les années 70, hein, qui ont été repris. Donc on va reprendre ces choses qui sont tout à fait classiques. Je vais vous donner un tout petit... Enfin, juste vous montrer un tout petit exemple, hein, de ça. Mais ce qui va nous intéresser le plus, c'est la simulation du raisonnement de Claude Bernard. Et là, je vais insister, disons que je suis parti de quatre hypothèses de travail, hein, qui
que je vais essayer de préciser plus tard une à une. La première, c'est que le raisonnement de Claude Bernard est en partie abductif, il est aussi un peu inductif, hein, et puis certainement déductif, bien sûr. Hein. Et donc, on va voir un tout petit peu ça. La deuxième chose, c'est que l'ontologie que j'ai évoquée tout à l'heure sert à guider la génération des hypothèses. Hein, donc, sans rentrer dans le détail, je vais essayer de vous montrer un tout petit peu à quoi ça correspond. La troisième, alors là, c'est quelque chose, je veux dire, qui est peut-être plus intéressant, c'est cette notion de, je l'ai appelé ça des modèles noyaux, alors le terme n'est peut-être pas très bien choisi, hein, qui sont utilisés pour tester des hypothèses, c'est-à-dire que la notion d'expérience de Claude Bernard, de ce point de vue-là, et sur le vivant, est assez intéressant, puisqu'il va prendre des abstractions d'organismes, et c'est ce que je vais essayer de montrer. Hein. J'en m'appuierai d'ailleurs, enfin, vous allez voir, hein, sur des schémas qui ont été faits par Claude Bernard lui-même, et qu'on retrouve dans ses manuscrits. Et puis ensuite, donc, j'ai parlé tout à l'heure de la notion d'expérience de pensée. Donc, on va voir donc, comment Claude Bernard fait des expériences de pensée. Donc, première chose, donc, sur la notion de la représentation et des ontologies. Donc, là, on a une idée de ce qu'on appelle aujourd'hui l'ontologie, hein, de Claude Bernard, parce qu'il l'a décrit lui-même. Hein, il va dire quels sont les objets sur lesquels il va travailler et comment ils se relient ensemble. Alors, j'en décris un tout petit, une petite partie, hein, qui est assez simple. Hein. Donc, il dit un organisme, c'est composé d'éléments anatomiques. Les organes eux-mêmes sont des éléments anatomiques. Et puis ensuite, il dit chaque organe, ça ressemble un tout petit peu à un organisme. Hein, donc, il va se caractériser comme les organismes par des aliments. Hein, ensuite, il va avoir des modes d'excitation, il va avoir des poisons et il va avoir des activités. Et puis ensuite, bon, il va diviser les organismes lui-même, il va les préciser en disant il y a trois classes d'organes, les squelettes, les tissus et les fibres. Et puis ensuite, il va rentrer dans le détail. Hein, les squelettes, il y a les os, les cartilages. Ensuite, les fibres, hein, il va dire, par exemple, hein, il y a plusieurs types de choses. Il y a les nerfs. Alors, il se demande est-ce qu'il y a des nerfs sensitifs, des nerfs moteurs, et puis des muscles, etc. Puis on descend. Alors, je ne vais pas vous le décrire dans le détail. Bien sûr, ça évolue un tout petit peu hein, dans la vie de Claude Bernard, mais relativement peu et relativement lentement. Hein. Alors, bien sûr, avec les logiques de description, alors bon, je ne vais pas entrer dans le détail, mais voilà hein, à peu près. Hein, ici, par exemple, hein, chaque organe hein, possède des aliments, des excitations. Ça se formule hein, de cette façon-là, avec des symboles un tout petit peu kabbalistiques hein, que je ne vais pas exposer en détail, mais ce sont des choses relativement classiques, hein, où donc les organes sont soit des squelettes, hein, ici, soit du tissu, soit des fibres. Hein, puis bien sûr, le fait qu'un organe ne peut pas être à la fois un squelette et un tissu et une fibre, etc. Hein. Et donc on peut tout décrire de façon assez simple. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, effectivement, hein, l'ontologie de Claude Bernard évolue dans le temps. Hein. Par exemple, hein, il distingue d'abord les nerfs sensibles et les nerfs moteurs, et puis ensuite, il se dit qu'il n'y a pas vraiment de différence physiologique entre les deux. Mais ça prend vraiment très très longtemps, hein, cette évolution des ontologies. Et bien sûr, ça fait partie hein, de la découverte scientifique. On peut même dire que les grands bouleversements scientifiques, hein, les ruptures épistémologiques sont liées souvent à des évolutions de ces ontologies. Hein. Alors, est-ce qu'on peut simuler hein, les transformations des ontologies? Ça, c'est encore une question ouverte hein, sur laquelle un certain nombre de gens travaillent, mais c'est une question tout à fait intéressante. Et puis, j'ai dit, donc, hein, l'ontologie, bien sûr, n'est pas consensuelle, même à une époque donnée. Hein. Et par exemple, cette notion de plaque de jonction que j'ai évoquée tout à l'heure, Claude Bernard a eu du mal à l'accepter, même s'il y fait référence à un certain moment, mais c'est quelque chose auquel il est réticent, hein, et donc qui va évoluer. Alors, ce qui est intéressant, c'est de se demander aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est de cette ontologie de Claude Bernard donc j'utilise un terme moderne hein, pour décrire un certain nombre de concepts. Et ce dont on se rend compte, c'est qu'il y a dans le domaine de la biologie, il existe des ontologies et qui, bien sûr, sont des extensions. Alors là, je vais vous donner juste le schéma général hein, de l'OBO, Open Biomedical Ontology. Hein, et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on retrouve
un niveau sur les organes et organismes, oui, qui correspond à ce que pensait Claude Bernard. Et puis, bien sûr, on a rajouté, on a étendu ce genre de choses. Il y a peut-être des raffinements supplémentaires dans les organes et les organismes, mais bien sûr, il y a des niveaux qui étaient relativement peu présents, le niveau cellulaire et le niveau moléculaire. Mais ça veut dire que ce que l'on dit là sur la simulation du raisonnement expérimental de Claude Bernard, on va le voir tout à la fin, pourrait peut-être être étendu, bien sûr, à d'autres types de raisonnements en biologie et en médecine contemporaine. Alors maintenant, on va quitter donc cette question de l'ontologie pour arriver à la simulation du raisonnement lui-même et d'abord du caractère abductif. Alors pour ça, on fait appel à un certain nombre d'approches. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est un tout petit peu formel, mais disons que dans les années 90, on a simulé en intelligence artificielle la découverte scientifique et disons l'apprentissage. Et pour ça, on se disait on va partir d'un certain nombre d'observations et puis on va supposer qu'on a une théorie initiale et puis on va se dire quelquefois ces observations sont expliquées par la théorie. Et puis, quelquefois, la théorie ne permet pas de les expliquer. Et donc, on voudrait construire de nouvelles hypothèses qui vont expliquer ces observations. Oui, c'est une démarche abductive ou inductive, selon les cas de figure. Alors, je ne rentrerai pas dans la distinction fine entre abduction et induction, parce que d'un point de vue formel, ça n'apparaît pas aussi évident. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que pour faire ça, on est parti des procédures de déduction automatique qui existaient en informatique, qui avaient été développées à partir des années 60-70, pour faire de la démonstration automatique de théorèmes, ou pour même faire de la simulation du raisonnement. Et on s'est dit qu'on pouvait inverser ces procédures de déduction. C'est-à-dire que ce qu'on cherche, c'est une hypothèse alpha qui, conjuguée avec la théorie θ, va me permettre de rendre ces observations explicables. Et bien sûr, ce qui nous intéresse, c'est de dire, est-ce qu'on peut, juste avec la théorie et les observations, arriver à construire ces hypothèses de travail. Donc, je ne rentre pas dans le détail formel de ce genre de choses, mais c'est juste donc, pour donner une idée des outils qui sont implicitement présents derrière les travaux que l'on a conduits ici. Mais ça va être... Donc, je ne vais plus rentrer dans les formules, dans le reste de l'exposé. Donc, pour essayer de simuler ce raisonnement expérimental, donc on s'est plutôt centré sur l'investigation de la fonction des organes avec les poisons. Et en particulier, donc, on a travaillé sur le curare, mais on aurait pu travailler sur d'autres choses. Alors, je rappelle que l'idée de Claude Bernard, c'est que les poisons sont à la fois des médicaments et des substances toxiques, et que son but, c'est d'arriver à utiliser ces poisons comme des scalpels chimiques, c'est-à-dire arriver à déterminer, à partir des poisons, la fonction des différents organes. On a affaire à un puzzle à double entrée à ce moment-là, ce qui est un tout petit peu compliqué, puisque au départ, on ne connaît pas la fonction des poisons, et on ne connaît pas vraiment la fonction des organes. Et son idée, c'est que le poison, c'est une méta-hypothèse, que le poison va cibler d'abord un organe en particulier, et donc on va ensuite observer le comportement du vivant avec ce poison. Et bien sûr, ce qui est intéressant, c'est de savoir quel est l'organe qui est ciblé, et puis à partir de ça, quelle est la fonction de cet organe. Alors, bien sûr, on n'a pas de technique qui automatise ce genre de choses, mais ce que l'on peut imaginer, c'est que ce que va faire Claude Bernard, c'est qu'il va partir de son ontologie, et à partir de son ontologie, c'est-à-dire des différents organes qui existent, il va pouvoir essayer d'attribuer à chaque substance chimique une cible particulière. Et donc, il va pouvoir énumérer les différentes cibles et faire un certain nombre d'hypothèses de travail sur ces différentes cibles. Donc, on va pouvoir utiliser l'ontologie pour
essayer de générer les différentes hypothèses. C'est ce que j'ai essayé d'indiquer tout à l'heure. C'était ma deuxième hypothèse, c'est que Claude Bernard fait appel à son ontologie pour guider cette génération d'hypothèses. Alors après, donc, on va arriver à la chose qui, moi, me semblait plus intéressante, c'est cette notion de modèle noyau. C'est l'idée qu'il y a des réductions de l'organisme à un certain moment que va utiliser Claude Bernard, et à partir de ça, donc, il va faire des expériences. Par exemple, s'il veut étudier l'action du curare, il va réduire l'organisme à deux muscles, un poumon, un cœur, un rein. Alors, vous allez dire, c'est un peu curieux. Et pourtant, vous voyez, regardez, j'ai ce schéma-là. Vous voyez, moi, je ne l'ai pas inventé, je l'ai trouvé dans les cahiers de Claude Bernard lui-même. Et vous voyez, il décompose vraiment l'organisme de cette façon-là. Et puis, à partir de ça, il va agir sur l'organisme. Alors, il détaille, d'ailleurs, il détaille les muscles, les pattes, etc. Donc, il prend chaque composant l'un après l'autre. Et puis après, sur ces composants, qu'est-ce qu'il va avoir? Eh bien, il va avoir des différentes actions, et il va réaliser des expériences de pensée. Alors, comment il va faire? Je pense qu'il fait des hypothèses de travail, du moins et qui sont concurrentes, et puis il va essayer de voir comment il peut discriminer entre ces hypothèses de travail. Alors, avant de rentrer dans le détail, je voudrais rappeler quelque chose sur les expériences de pensée. Vous savez que le terme a été inventé, je crois, au XIXe siècle, mais disons la personne qui est la plus connue pour l'avoir inventé, même si le terme, je crois, existait avant lui, mais la personne qui est la plus connue, c'est Ernst Mach, dont certainement vous avez tous entendu parler. C'était le maître d'Einstein, et donc il explique à quel point cette notion est importante et à quel point toute expérience est précédée d'une expérience de pensée. Alors, il y a eu ensuite beaucoup de débats épistémologiques sur la légitimité de ces expériences de pensée, avec un certain nombre de personnes qui les ont critiquées. Mais la raison pour laquelle je cite Ernst Mach ici, c'est parce que si on lit l'article qu'Ernst Mach consacre aux expériences de pensée, il essaye de reconstruire rétrospectivement dans l'histoire des sciences un certain nombre d'expériences de pensée qui auraient eu lieu. Et pour ça, il fait référence à Galilée, qui selon lui en a fait beaucoup, et puis il énumère toutes les expériences de pensée. Et puis il cite quelqu'un qui est très intéressant, il cite Zola. Le roman expérimental, dans lequel Zola dit moi, en tant que naturaliste, je fais un travail de scientifique, de sciences sociales. Je prends des caractères, je les mets dans un milieu. Ce n'est pas le milieu intérieur, c'est même pas l'éther, c'est le milieu social, et puis je les fais évoluer. Et ce qui est intéressant, c'est que Ernst Mach ne cite pas explicitement, en tout cas autant que je me souvienne, Claude Bernard, mais si on a la curiosité de lire le roman expérimental, eh bien on se rend compte que Zola donne un exemple de scientifique à partir duquel il va inspirer donc cette théorie du roman social, et ce scientifique, c'est Claude Bernard. C'est un tout petit, vous pouvez le lire, c'est un tout petit texte théorique qui n'est pas très long. Et donc effectivement, cette notion-là est directement liée à Claude Bernard. Alors, donc, qu'est-ce qui se passe? Nous, donc, on a essayé de regarder un peu les expériences. Et ce qui nous a intéressé beaucoup, c'est non seulement les expériences que Claude Bernard décrit, mais aussi les expériences qu'il imagine, qu'il va faire. Et il se demande quels sont les résultats si il va essayer de réaliser telle et telle chose. Donc ici, cette expérience, on peut la lire, je ne me souviens plus, faire bouillir le curare. Ah bon, vous pouvez le lire. Bon, son écriture n'est pas très lisible, mais en faisant un peu attention, on arrive à le lire. Alors, bien sûr, à partir de ça, on peut se demander quelles sont les fonctions des expériences, parce que les expériences ne servent pas à une chose. Nous, on a identifié au moins 3 fonctions des expériences. Il a des expériences préliminaires qu'il fait. Il appelle ça des expériences pour voir. Alors, on ne connaît pas très bien leur statut. Disons qu'il semblerait que ça lui permette de se pénétrer des choses, et il va engendrer à ce moment-là un certain nombre d'hypothèses de travail. C'est de l'induction. Ensuite, il a un deuxième type d'expérience
qui vont être un tout petit peu plus précises, avec lesquelles il va essayer d'établir des seuils de toxicité. Par exemple, sur le curare que je mentionnais, il va en donner un peu moins, un peu plus. Il va essayer de l'injecter, de l'ingérer, de le mettre sous la peau. Alors, il voit que par ingestion, par exemple, il n'y a pas de toxicité. Alors ensuite, ce qu'il fait, c'est qu'il va prendre des oiseaux à jeun, et puis leur donner énormément de curare, et puis il se rend compte que c'était effectivement toxique. Et puis, il y a une troisième chose, et c'est ça qui nous intéresse le plus ici, c'est la discrimination entre les hypothèses concurrentes. Et ça, bien sûr, c'est, je crois, d'un point de vue épistémologique, beaucoup plus riche. Alors, bien sûr, c'est difficile à dégager parce que lorsqu'il décrit ses expériences, en général, il ne décrit pas tellement les hypothèses qu'il fait. Donc, ce qu'on aurait souhaité, c'est ce qu'on aimerait faire, c'est essayer de remonter à ces hypothèses concurrentes à partir de cette reconstruction rationnelle des expériences. Voilà, d'autres schémas expérimentaux. Alors, pour faire ça, donc, nous, on a construit un laboratoire virtuel. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On part des hypothèses concurrentes, on part de modèles noyaux qui nous semblent permettre de discriminer entre ces hypothèses concurrentes. Et puis, à ces modèles noyaux que j'ai évoqués, qui sont des réductions de l'organisme, on va associer des manipulations virtuelles qui correspondent à ces opérateurs expérimentaux que j'ai mentionnés tout à l'heure, c'est-à-dire injection ou ingestion de substances toxiques, garrots, etc. Et bien sûr, pour reproduire les expériences que faisait Claude Bernard. Donc voilà un exemple avec un rein, un cœur, un poumon, des muscles, et puis des nerfs, et puis bien sûr des connexions, vous voyez, qui correspondent soit à l'influx nerveux, ici, soit au sang, enfin au milieu intérieur. Et donc, bien sûr, on simule ça avec des outils informatiques, ce qu'on appelle des systèmes multi-agents, sans rentrer dans le détail technique, sont des automates. Et puis après, donc, on va rajouter les opérateurs virtuels qui correspondent aux instruments de Claude Bernard. Donc ici, je ne me souviens plus ce que c'est exactement ici. Je pense que c'est une pince galvanique, j'en suis pas oui, pince galvanique, c'est ça, donc qui permet de stimuler les nerfs. Et donc on a introduit un certain nombre de méta-opérateurs virtuels, je ne rentre pas dans le détail, on n'a fait que reprendre ce qu'a fait Claude Bernard. Et puis bon, vous voyez, on peut refaire un certain nombre d'expériences. Par exemple ici, on va avoir le muscle est plongé dans le curare, par exemple, ça c'est une expérience. Donc, d'ailleurs, il l'a décrit, vous voyez, assez précisément. On peut le lire. Et puis ici, une seconde expérience, le nerf est plongé dans le curare, parce que un des gros problèmes de Claude Bernard, c'est de savoir est-ce que le curare atteignait le nerf ou le muscle. Il a tourné en rond pendant un certain nombre d'années là-dessus. Et donc voilà, ici ce sont les différentes expériences de Claude Bernard. Ici j'ai repris le texte dans les premiers instants. En galvanisant le muscle, on fait contracter le muscle A, oui, puisqu'il numérote les muscles ici. On fait contracter le muscle B et même parfois le muscle D. En agissant sur le nerf H, on ne fait contracter aucun des petits muscles, mais on fait contracter la cuisse opposée, parce que bon, il a injecté du curare avant. Voilà, donc c'est ce genre de choses qu'on essaye de simuler. Donc là, c'est une expérience simple qu'on a faite. On injecte du curare dans le sang, et puis à ce moment-là, donc on regarde qu'est-ce qui se passe au bout d'un certain temps sur notre modèle, en faisant l'hypothèse que le curare déconnecte les nerfs moteurs. Et donc, comme il déconnecte les nerfs moteurs, on va avoir le poumon qui ne va plus être actif, et donc on va avoir une asphyxie progressive. Et puis bon, maintenant avec une respiration artificielle, on fait la même chose. Alors bon, sur une grenouille, il l'avait pas fait sur une grenouille parce que je ne sais pas si on peut faire respirer artificiellement une grenouille, mais sur une expérience virtuelle, bien sûr, on peut tout à fait le faire. Je crois qu'il l'avait fait sur un mulet. Et donc on voit qu'il y a ensuite évacuation du curare et puis progressivement reprise
de la respiration. Donc voilà un peu le genre de choses qu'on essaye de faire dans mon équipe, à partir des travaux de Claude Bernard. Donc simuler les idées d'expérience données par Claude Bernard, et puis à partir de ça, essayer de déterminer les hypothèses concurrentes, à partir de ce que Claude Bernard dit à certains moments, et puis de ce qu'il fait. Alors, comme je le disais tout à l'heure, la difficulté, c'est que dans ces idées d'expérience, souvent, il ne prend pas la peine de noter les hypothèses qui sont en cours, et c'est ce qu'on aimerait savoir, parce que quand on lit les carnets de Claude Bernard, donc je parlais du curare, sur 20 ans, il fait un nombre incroyable d'expériences, il tue un nombre de grenouilles absolument incalculable. On sait, par exemple, que cette somme d'expérience était assez critiquée, et que, par exemple, sa femme et sa fille en étaient très choquées au point qu'elles ont été le dénoncer, parce qu'elles étaient contre la vivisection, le dénoncer à la police. Enfin bon, ça a été... Alors, donc ce qui nous intéresse, nous, c'est de savoir quelles étaient ses motivations dans toutes ces expériences, des lapins, etc. Et puis de s'assurer que cette hypothèse qu'on a faite, c'est qu'effectivement, les hypothèses correspondent bien à cette exploration de toute l'ontologie, parce qu'on a vu qu'on est capable d'exprimer les hypothèses à partir de cette connaissance de l'ontologie. Alors, en conclusion de ce petit exposé, donc sur les travaux qu'on a fait sur l'épistémologie, la simulation du raisonnement expérimental de Claude Bernard, c'est pas une simulation de tout le raisonnement expérimental, mais c'est une simulation d'un certain nombre d'étapes, et plutôt c'est quel est le rôle que peut jouer dans la simulation, dans la compréhension du raisonnement. Il me semble, comme j'ai dit tout à l'heure, que du point de vue épistémologique, c'est quelque chose qui est assez intéressant comme approche. Mais je voudrais aller plus loin et vous dire pourquoi je crois que ce type d'approche est importante aujourd'hui, et pourquoi aussi Claude Bernard est actuel de notre point de vue. Donc, vous vous souvenez, je vous ai montré tout à l'heure le schéma de Claude Bernard. Donc, on part d'une idée ici. En tout cas, c'est ce que dit Claude Bernard, même si on a vu, il y a un 1, malheureusement, on ne le voit pas, mais peu importe. Mais lui dit qu'il part d'une idée ou de plusieurs idées. On sait que ce n'est pas tout à fait vrai, puisqu'il observe avant, et peu importe. Ensuite, il construit un dispositif matériel, et puis à partir de ça, il va engendrer des faits d'observation, et il va confronter les faits d'observation avec l'idée initiale, et puis il va y avoir un cycle, bien sûr, puisqu'il va revenir sur l'idée initiale, et puis il va refaire des expériences, etc. On a vu qu'il y a des expériences de différents types, il fait varier les doses, il détermine les seuils, etc. Aujourd'hui, et c'est ça qui m'intéresse, c'est qu'on change de paradigme, ce qu'on appelle après coup la notion de paradigme, et cette notion d'expérience in silico et devient de plus en plus présente, ce qu'on appelle aussi les e-science. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que aujourd'hui, on a des capteurs, des robots, différents outils qui permettent d'engendrer automatiquement des observations. Par exemple, en biologie moléculaire, on va pouvoir séquencer les macromolécules et à partir de ça avoir d'immenses banques de données. Et donc les observations sont données, sont présentes, et à partir de ça, on va pouvoir faire des tests directement sur ces observations. Et c'est cette notion d'expérience in silico qui fait qu'on va pouvoir essayer de raffiner les hypothèses de travail directement à partir des observations. Ça, c'est quelque chose qui se met en œuvre aujourd'hui, qui est une tendance extrêmement importante. Pour ça, on a besoin de moyens de calcul considérables. Donc, on fait appel à ce qu'on appelle les grilles de calcul, c'est-à-dire l'ensemble des ordinateurs qui sont disponibles sur le réseau, et puis des outils de génération d'hypothèses, tels que ceux que j'ai évoqués tout à l'heure, un tout petit peu, avec la découverte scientifique. Donc ça, c'est une tendance contemporaine extrêmement importante. Vous voyez qu'on peut la voir sur le schéma que donne Claude Bernard, mais bien sûr, on renverse un tout petit peu le schéma, parce que, effectivement, alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'expérience
in vivo, in vitro, mais ces expériences sont très tardives. Elles sont faites après que les expériences in silico aient été faites massivement sur des données. Donc, je crois que le schéma de Claude Bernard nous aide vraiment à mieux comprendre ce qui se produit aujourd'hui. Alors, on a même, vous voyez, ce qu'on appelle l'apprentissage dans notre domaine, l'apprentissage en boucle fermée, c'est-à-dire qu'on part de bases de données et puis on va tester des hypothèses automatiquement sur les bases de données, on va changer les... mais c'est juste sur des expériences in silico. Alors à partir de ça, et donc c'est, je crois que c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, sur l'actualité de Claude Bernard et sur le rôle justement que peuvent jouer l'intelligence artificielle dans cette science contemporaine, un peu en référence à Claude Bernard, et qui justifie certainement, tout ce travail qu'on a fait sur Claude Bernard, qui lui donne son actualité, c'est effectivement, c'est plus sur ce qu'on appelle donc ce que Claude Bernard appelait les idées, avec deux aspects, et ce sera ça ma conclusion. C'est d'une part la découverte scientifique, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut construire automatiquement des hypothèses à partir de ces observations massives qui sont stockées dans les banques de données, éventuellement, donc comment est-ce qu'on peut réviser des hypothèses qui existent à partir de ça, et puis troisième point que j'ai très succinctement évoqué tout à l'heure, j'ai dit il y a des ontologies qui jouent un rôle tout à fait considérable. Est-ce qu'on peut avoir une évolution, si ce n'est automatique, mais en tout cas des suggestions d'évolution ou de restructuration de ces ontologies, et formalisation de ces ontologies. Et puis, deuxième point, alors quelque chose qui est moins automatique, mais qui me semble pouvoir, dans le futur, jouer un rôle assez important, puisque la science contemporaine se fait sur la planète entière avec énormément d'équipes, et l'une des difficultés, c'est de savoir quelles sont les hypothèses de travail qui ont été faites ailleurs dans le monde, et donc tout cet outil, toutes ces approches, ces efforts de formalisation, peut-être, pour être utilisés pour faire de la gestion des connaissances et pour représenter les différentes hypothèses de travail qui ont été faites, éventuellement même d'ailleurs, en exploitant automatiquement la littérature scientifique. C'est ce qu'on commence à faire dans mon laboratoire, en collaboration avec un laboratoire d'immunologie. Voilà, donc en conclusion, pour parler de l'actualité de Claude Bernard.